Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on se retrouve une fois de plus avec Myriam. Bonjour Myriam. Hello Anna. Pour parler d'un sujet qui est, mine de rien, assez important et pas encore beaucoup abordé par les entreprises, l'éthique, la souveraineté et l'IA. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus? Vaste sujet. Ouais, un peu. Et je pense qu'on y met plein de choses. Et je pense que ma manière de penser ça, enfin en tout cas ce que j'entends moi par éthique et souveraineté sera peut-être pas la même chose pour d'autres personnes. Bon, souveraineté, je pense qu'on est tous à peu près alignés, mais en tout cas pour moi, ce qui est important, c'est comment est-ce que, en tant que Français et Européens, on garde une certaine souveraineté sur nos données, sur la manière dont elles sont exploitées et aussi sur notre capacité à produire des choses. Si demain on débranche, entre guillemets, les LLM américains, qu'est-ce qui se passe ou certains outils américains, par exemple. Donc voilà, je pense que là-dessus, sur le sujet de la souveraineté, peut-être que c'est un peu un angle qui est assez commun et qu'on discute beaucoup par ailleurs. Pour moi, l'angle éthique, euh, enfin, si tu veux, le truc qui, moi, me touche le plus et me fait le plus peur, c'est tout ce qui est lié au biais et notamment au biais de genre, au biais par rapport aux LGBT, par rapport aux personnes de couleur, par rapport, enfin voilà. Et j'ai plein d'exemples qui me sont moi-même même arrivés en faisant, en utilisant l'IA, qui font un peu froid dans le dos et où je me dis il faut vraiment qu'on fasse très très attention. Et c'est pour ça aussi que le shadow IA me fait aussi un peu peur. Tu vois, on disait il y a quelques siècles, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et là, c'est IA sans conscience. Voilà, N'est que ruine de l'humanité. Ouais. exactement. Ouais. Donc, peut-être que je vais commencer par l'éthique. Si tu veux bien, et je vais te donner quelques exemples. Ça, je l'ai expérimenté. Tu donnes à l'IA une demande par exemple, tu lui dis voilà le job post et j'aimerais postuler à ce poste-là. À quel salaire quel salaire je peux espérer. Je suis une femme, elle le sait. J'ai l'âge que j'ai, enfin j'ai 45 ans, etc., etc. Elle me donne un chiffre, ok. Et je demande à mon compagnon, qui est un homme, et qui prompte aussi la même chose avec le même, enfin, on va dire le même Josh Post, etc. Et il lui propose de demander plus. Et ça a été. Alors là, je te parle d'une expérience personnelle, mais ça a été aussi expérimenté par ailleurs. Donc c'est pas juste parce qu'on pourrait dire, bah, il a peut-être un profil différent, peut-être. Bref, il peut y avoir plein de choses. Mais je sais que ça a été fait à plus large échelle. Donc tu vois, déjà ça, ça pose problème. Non pas parce que l'IA est comment dire, sexiste ou autre. L'IA, de toute façon, elle n'a pas d'opinion. C'est juste que l'IA, elle agit de manière statistique. Point. Et donc, statistiquement, comme les femmes sont moins payées que les hommes, bah voilà, elle va proposer ça. Ça pose vraiment la question de l'accentuation en fait des inégalités parce que l'IA ne va faire que reproduire à grande échelle ce qui est déjà le cas aujourd'hui dans notre société, en termes de biais, en termes de discrimination, etc., etc. Enfin, c'est pas elle qui va discriminer, mais c'est peut-être à cause des recommandations qu'elle va générer qu'on va potentiellement discriminer plus. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose de très important, enfin, en tout cas de préoccupant. Je ne sais pas si tu as déjà testé de faire à partir de photos de personnes, de créer des images enfin, le meilleur pour ça, c'est par exemple Nano Banana ou Ouais. d'autres. Euh, J'avais été à un dîner, d'accord, et on était 5 personnes, 5 femmes à ce dîner-là. 3 femmes, je dirais, blanches, blondes. Moi, ben, un peu, enfin voilà, brune et plutôt mate, on va dire. Et une autre plutôt très mate de peau.
Euh, et en fait, dommage, j'avais pas pris de photos à ce dîner-là. Donc, ce que je me suis dit, bah, je vais prendre leurs photos, le dîner, et puis on va recréer un truc. Comme ça va faire un petit souvenir, enfin, entre guillemets, parce qu'en plus, le dîner, c'était IA, donc je voulais les faire sourire en leur envoyant un truc. Et au final, on se rend compte, enfin, les blondes, il a pris la photo LinkedIn, il l'a reproduit à l'identique, c'était parfait. Moi, je pense parce qu'il avait déjà des photos de moi, c'était pas trop mal. Et la personne très mate de peau, c'était catastrophique. Ouais. Donc voilà, c'était un peu ça. Enfin, je voulais te partager par rapport à l'éthique. Après, la souveraineté, comment dire? Je sais que, tu vois, moi, là où je fais attention, c'est sur par exemple, j'utilise beaucoup Dust et je sais qu'ils sont compliant, GDPR, de même que l'outil que j'utilise aussi pour la transcription des calls. Parce que ça rassure les clients. Tu vois, j'ai un outil GDPR, compatible RGPD. Et tu vois, SOC 2, HIPAA, enfin bref, tout ça. Ça peut protéger un minimum, que les données sont hébergées en Europe et pas aux États-Unis. Donc ça peut être rassurant. Après, je ne suis pas une spécialiste de la souveraineté, donc voilà, je serais assez curieuse d'entendre ce que tu as à dire là-dessus. Moi, sur la partie... je commence aussi par la partie éthique, juste pour rebondir sur ce que tu as dit. Mine de rien, ce que tu dis très clairement, c'est que chaque modèle va avoir des biais inhérents au dataset sur lequel elle a été entraînée. Et je trouve que là où la question a été où je l'ai ressentie de la manière la plus vive, c'était il y a un an. J'ai eu l'occasion de discuter notamment avec des personnes qui faisaient du cinéma, de comment est-ce qu'on allait entraîner les modèles pour faire des films. Et effectivement, si tu donnes à un modèle tous les films qu'on fait jusqu'à nos jours, bah, il y a énormément de biais inhérents dans ce cinéma. Ce sera des films très blancs avec beaucoup de femmes et il y aura très peu de représentation mixte. En revanche, si tu te mets à faire des choix sur le dataset en disant bah, en fait, j'ai envie qu'il y ait une représentation égale, mine de rien, tu fais aussi des choix arbitraires qui ont une implication directe sur ce qui sera généré. Oui. Et du coup, tu te retrouves dans une situation où est-ce que nous, finalement, on a le droit de faire ces choix? Comment est-ce qu'on peut documenter ces choix? Qui, finalement, a le droit de faire ce type de choix et d'avoir une vision très objective de données qu'on donne? Oui. Et j'aurais vraiment adoré entrer dans un mode où, en fait, les LLM qui sont donnés, on dit sur quel modèle ils ont été entraînés et à la limite, on nous précise les biais inhérents aux différents modèles pour qu'on puisse s'en rendre compte. Oui. Mais sinon, aujourd'hui, on se retrouve avec des modèles qui sont aussi parfois politisés. Je trouve toujours ça très marrant de poser des questions politiques à un grok, des modèles chinois. Tu compares avec des modèles américains et tu regardes aussi les différents datasets, c'est assez fascinant, mais quand tu t'en rends pas compte, il y a beaucoup de personnes qui s'en rendent pas compte, finalement ça a aussi des conséquences qui sont assez désastreuses. Et un sujet notamment qui me préoccupe beaucoup aussi, c'est de plus en plus des enfants vont avoir accès aux différents LLM. Comment est-ce qu'on fait aussi le choix de quel LLM on donne à son enfant, sur quels sont les biais inhérents en fait, inconscients qui vont finalement déteindre sur lui parce qu'il aura utilisé des LLM, mais on n'aurait pas réalisé tous les biais sur lesquels ils ont été entraînés. Et on a toujours été dans une société biaisée, on a toujours été constamment... Bien sûr. Quand on regardait la télé, c'était aussi... Ça nous biaisait forcément. Il y a beaucoup de choses autour de nous qui nous biaisent. Mais les LLM, ce qui est aussi dangereux, c'est ce côté de conversation naturelle qui converge aussi de plus en plus vers bientôt, je pense, un assistant vocal type Alexa chez nous qui nous parle, auquel on peut s'adresser. On va introduire les questions de monétisation et de publicité. Tout ça va aussi introduire encore plus de biais d'éthique. Il va encore plus susciter ces questions-là qui sont primordiales de comment est-ce qu'on protège l'esprit critique des gens, comment est-ce qu'on les protège dans ce contexte-là et comment est-ce qu'on est aussi transparent que possible sur les datasets d'entraînement. Mais je suis aussi sidérée par... Ça ressort, je dis, beaucoup sur la génération d'images. Oui. On avait aussi fait des tests potentiellement parfois de génération, par exemple, de consultation de professionnels de santé. Si on générait les femmes, elles regardaient toujours l'homme. Elles ne se regardaient jamais dans les yeux. Et c'est quasi impossible, avec un Gemini, de générer des femmes qui se regardent dès lors qu'il y a un homme dans la pièce. C'est pas un biais qui a été mis dans des instructions. Ce biais provient uniquement des datasets. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait pour débiaiser le dataset et qui a le droit de faire ça? Ça, je pense que c'est une vraie question. Sur la souveraineté, c'est un truc qui revient quand même beaucoup. Je te rejoins beaucoup sur la partie RGPD, beaucoup sur la question d'hébergement de données, beaucoup sur la question aussi de... Gros problème de Shadow IA pour moi, toutes les personnes qui l'utilisent et qui ne décochent pas le fameux ne pas utiliser les données pour entraîner le modèle,
Parce que, mine de rien, ça pose vraiment problème à l'échelle d'entreprise. Et je me suis retrouvée parfois face à des clients qui étaient des grosses entreprises et où, en fait, certains employés faisaient du Shadow IA et faisaient le taf sur leur chat GPT à eux sans jamais avoir décoché le toggle. Et le service informatique allait crier au scandale s'ils le savaient. Et en fait, ça en devenait presque une mission de dénonciation, ce que je refusais de faire, de donner les noms de ceux qui font du Shadow IA. Mais c'est aux boîtes aussi d'avoir cette responsabilité de vérifier que ça soit fait par tout le monde. Et par rapport à ça, je pense que pendant très longtemps, il y a eu ce rêve aussi de Mistral, modèle européen, français, où finalement, on s'est retrouvé face à un modèle qu'on utilise assez peu. Je l'utilise parfois dans DOS pour faire de l'analyse sémantique à grande échelle, parce que je trouve ça intéressant. Je trouve qu'il est plutôt bon sur l'analyse sémantique à grande échelle. D'accord. Mais jamais en génération de contenu, parce que par rapport à un Claude, la différence fondamentale, alors qu'on se serait dit, c'était un modèle français, peut-être que sur de la génération de texte en français, il aurait pu être bon, mais il n'arrive pas du tout à égalité avec un Claude Sonnet. Et je tombe parfois sur des personnes qui font beaucoup de formations en IA pour des services publics, qui sont aujourd'hui obligées d'utiliser Mistral et qui me disent avec un air dépité en fait, je me retrouve à essayer de démontrer aux clients qu'en fait l'IA fonctionne vraiment, mais je peux pas parce qu'ils doivent produire du contenu et ils sont obligés d'utiliser Mistral. Et je trouve que la souveraineté ne doit pas non plus être une excuse pour avoir finalement un choix aussi de modèle imposé. Ça va presque à l'encontre, je pense, d'un concept de souveraineté, dans mon avis très personnel. Et je pense qu'il y a une nécessité aujourd'hui de développer un modèle européen, ou du moins de protéger aussi l'Europe dans cette course où on a la Chine, les États-Unis et l'Europe au milieu qui est complètement dépassée sans se croire dépassée. Mais dans ce contexte-là, je ne suis pas certaine que la solution soit d'imposer un modèle comme Mistral à tout le monde en disant que c'est un modèle souverain, franco-français et cocorico, n'utilisons que ça. C'est plus d'ailleurs une question d'exigence, de qu'est-ce qu'on doit mettre en place aujourd'hui en Europe pour réussir à atteindre un niveau similaire, voire meilleur. Et peut-être surtout, ça doit aussi être presque un appel d'éveil à la population européenne. On est en retard et du coup, qu'est-ce qu'on fait pour rattraper ce niveau-là pour que tout le monde arrête de se balancer de ChatGPT à Claude, mais passe à des modèles européens aussi. Ouais, c'est un vaste sujet. C'est un très vaste sujet pour le coup. Je suis pas certaine qu'on puisse intégralement le couvrir là. Mais merci beaucoup pour tous ceux qui nous ont écoutés. Oui, merci à toi. Merci à toi. Merci de ton accompagnement pendant toute cette série. Oui, c'était vraiment chouette. On est preneur aussi de savoir ce que vous en avez pensé. Est-ce que ça a suscité aussi des réflexions de votre côté ? Est-ce que parfois ça éveille des idées ou autres, si vous serez intéressé potentiellement par une saison 2. Mais merci encore pour ton temps et c'était vraiment chouette d'échanger ensemble sur tous ces sujets. Pareillement. Merci beaucoup, Anna. Merci.